Bienvenue sur ce 12e épisode des Critiques d'Enzo, le podcast. On se retrouve enfin, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé en podcast, parce que tout simplement j'ai vu beaucoup de films qui m'intéressaient pas énormément, où j'avais pas grand chose à dire. Alors j'ai vu Die My Love que j'ai beaucoup aimé, j'essaierai un jour de vous en reparler pendant le podcast, mais si vous voulez mon avis sur Die My Love, il y a la critique sur les critiques d'Enzo sur le compte TikTok qui existe, mais c'est vrai que le Diable s'habille en Prada, j'avais pas grand chose à dire, que ce soit sur le 1, que ce soit sur le 2. Principalement sur le 2, j'avais vraiment rien à dire, donc je me suis dit que j'allais attendre d'avoir des choses intéressantes à vous parler. Et comment dire que cette semaine, c'est le cas, quoi. Cette semaine, on va parler de films qui ont été présentés à Cannes, on va parler de films très très intéressants qui font un peu le buzz. Je pense à Obsession, où on va revenir dessus, qui est un film qui fait beaucoup parler de lui. Et on parlera de deux films qui ont été présentés au Festival de Cannes, qui sont sortis cette semaine. Donc un gros programme. Donc on parlera de La Vénus électrique, qui a été le film d'ouverture. C'est très marrant parce que du coup, vu que ça a été le film d'ouverture, je l'ai vu en début de semaine. Et j'ai eu le temps de cogiter depuis. Et j'ai un avis qui a beaucoup évolué. Je vous parlerai de Obsession, qui est le gros film d'horreur en ce moment, le gros film d'horreur qui vient de sortir, qui était vraiment très bien, mais ça je vous en parlerai plus en détail juste après. Et on parlera d'histoires parallèles, et là je vais taper mon coup de gueule envers Cannes, parce que le film est super, mais ça c'est un autre débat aussi. Et bien sûr à la fin on reviendra ensemble sur les sorties de la semaine prochaine. De toute façon là les sorties vont arriver, il y a des grosses sorties qui arrivent, parce qu'on est sur le Festival de Cannes, et que quand le Festival de Cannes a lieu, s'enchaînent ensuite les grosses sorties. Je sais que la semaine prochaine, il y a Autofiction, entre autres de Pedro Almodovar, qui sort, qui est quand même un gros morceau du Festival de Cannes. Donc là, plus les semaines vont passer, plus on va avoir des grosses sorties, et on arrive sur l'été chaud de 2026. Ça va être très intéressant. Mais ça, de toute façon, on en parlera directement ensemble quand ça sortira sur le podcast des Critiques d'Enzo. Je rappelle que vous pouvez écouter ce podcast en version vidéo sur YouTube, avec une version où il y a des petites images qui s'affichent, et autrement en version audio sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, partout où vous pouvez écouter de la musique. Vous pouvez aussi écouter le podcast des Critiques d'Enzo, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et commençons direct dans le vif du sujet. On va parler du film qui a ouvert le Festival de Cannes 2026. On va parler de La Vénus électrique de Pierre Salvadori. Tu me juges pas? Mais non, jamais. Depuis quelque temps, j'ouvre une médium. Comment s'appelait l'être cher? Irène. J'entends quelqu'un murmurer un prénom. Quel prénom? Antoine? Hein? La Vénus électrique, c'est quoi? C'est un film, c'est une comédie de Pierre Salvadori qui revient ici avec un nouveau film qui a été présenté en ouverture de Festival de Cannes, comme je le disais. Et c'est un film qui a un peu mûri négativement dans ma tête, je vais être honnête avec vous, parce que entre mardi et aujourd'hui, donc je tourne ça dimanche, le jour de sortie, j'ai vu, je dirais, 5 autres films. Et donc du coup, le film est totalement passé à la trappe, je n'ai plus aucun souvenir du film en tant que tel, plus dans le sens, pas dans le sens critique, mais dans le sens l'imagerie, il n'y a rien qui m'a vraiment surpris, qui m'a vraiment tenu en haleine, et c'est pour moi de la démonstration que le film n'a pas bien marché. Là j'ai mis 3, à l'heure actuelle je serais peut-être sur du 2,5. C'est pas un film mauvais, c'est une comédie qui marche très bien, il y a des gags qui fonctionnent très bien, il y a des fois des choses par contre qui passent totalement à côté, ça marche vraiment pas. Ça reste un film que je trouve être hyper intéressant dans son histoire, dans comment... C'est original, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, cette histoire de comment cette femme va se retrouver au centre de cette supercherie, avec donc cette femme qui est jouée par Anaïs de Moustier, qui est pour moi je trouve exceptionnelle dans le film, et qui est pour moi le gros point fort du film avec Vima Laponce. C'est comment cette femme là se retrouve au cœur d'une histoire d'amour qu'elle n'a pas voulu, parce qu'elle a succombé à l'envie de mentir. C'est marrant parce que moi ce que j'aime dans le film, c'est qu'il y a un vrai truc sur le faux. C'est un film qui questionne vraiment le faux. Je pense à cette scène, donc on est dans une fête foraine des années 30, et il y a cette scène au début où on va se balader dans la fête foraine en voyant les activités, en voyant les animations qu'il y a, et en voyant le côté impressionnant de l'animation, que ça soit pour l'animation de la Vénus électrique, que ça soit pour le lanceur de couteau, que ça soit pour la voyante, enfin bref, vraiment on va voir le côté impressionnant de tout ça. Et très rapidement dans le film, on va voir petit à petit les côtés négatifs. On va voir petit à petit
Comment c'est fait, comment artisanalement ces animations sont mises en place. Je pense le premier plan qu'on voit qui nous dévoile ça, c'est le plan où la voyante appuie sur un aspirateur à air, je sais pas si on dit ça comme ça, un propulseur à air, vous savez pour gonfler, qu'on appuie sur avec le pied pour gonfler. Elle va faire ça pour avoir du vent derrière quelqu'un, pour lui faire croire qu'il est en contact avec quelqu'un qui est décédé. Et je trouve ça hyper intéressant parce que petit à petit on nous dévoile les supercheries et surtout à la fin il y a un plan où clairement c'est le plan révélateur et je trouve ça hyper intéressant dans la mise en scène. C'est il vient de prendre conscience que il vient de se faire malmener, il vient complètement de se faire avoir par une énorme supercherie et en fait il va voir la fête foraine de l'arrière et se rendre compte qu'à chaque à chaque animation, à chaque stand, en fait tout est faux, tout est factice, tout est illusion. Et pour le coup, je trouve que c'est hyper intéressant. Le problème, c'est que c'est 5 minutes du film. Et pour moi, ça a été un gros problème là-dessus, c'est que je trouvais que le monde des fêtes foraines des années 30, un peu ces freak shows, alors je sais pas si c'était quelque chose historiquement en France qui existait vraiment les freak shows, ou si c'était quelque chose de très américain, mais ce côté un peu fête foraine des années 30 avec les freaks et tout. Putain, c'est hyper intéressant, c'est un objet cinématographique hyper intéressant. Et je trouve malheureusement que la Vénus électrique, ou en tout cas Pierre Salvadori dans son film, ne va pas assez là-dedans, se concentre beaucoup plus sur l'histoire d'amour qu'on a en surface, qui est je trouve intéressante malgré tout, mais ne va pas rentrer dans cette imagerie-là, qui est une imagerie hyper intéressante, qui permet, qui donne la possibilité d'avoir des niveaux de réalisation, des idées de réalisation très très intéressantes. Et en fait, non, il l'aborde que 2 fois, alors que c'est un film qui parle d'illusion. Tout le long du film, on est sur cette histoire d'illusion. Pour expliquer, pour ceux qui n'ont pas forcément vu le film et qui attendent cette review pour savoir si, oui ou non, je vous le conseille. Je vous le conseille quand même parce que ça reste une ouverture de Festival de Cannes. Donc en vrai de vrai, bon, allez le voir, c'est la moins bonne depuis que je l'ai fait, mais ça reste très très correct. Mais ça fait 4 ans que je l'ai fait, hein. Donc moi j'ai vu Jeanne du Barry, j'ai vu Second Acte et j'ai vu dernièrement Partir un jour, qui est pour moi la meilleure chose que j'ai vue en ouverture de Festival de Cannes pour l'instant. Mais pour expliquer, c'est donc cette femme qui s'occupe du stand de la Vénus électrique qui se retrouve un peu, il y a un mec bourré qui veut profiter, qui veut faire de la voyance, qui veut parler avec sa femme. Non, c'est pas vraiment de la voyance, j'ai dit de la voyance depuis tout à l'heure, mais c'est plus euh, du magnétisme, parler avec les morts, quoi. Et en fait, elle va jouer ce rôle-là de voyante pour lui faire croire qu'il discute avec sa femme. Et elle voit qu'en fait, ça lui rapporte full thune alors qu'elle en a besoin. Et du coup, profite de ça, profite de la détresse d'un homme pour jouer là-dessus. Sauf que, en fait, la détresse de l'homme fait que. Enfin. L'homme se retrouve être intéressé par cette femme-là plus que par sa défunte femme qui est morte et on découvre petit à petit une histoire, je vais pas rentrer plus dans le détail. Donc c'est un film qui parle de l'illusion, c'est un film qui parle du faux, c'est un film qui vraiment questionne ça, parle de cette idée de qu'est-ce qui est mieux de savoir, est-ce que c'est mieux de savoir la vérité, pas la vérité, est-ce qu'on préfère être menti ou non, l'idée de cette supercherie, c'est hyper intéressant quand même comme sujet. Le film aborde pas forcément ça, il aborde plus l'histoire d'amour, il aborde plus des idées de flashback, des idées de flashback qui sont vraiment très bien. C'est là où on voit Vimela Pons, et Vimela Pons elle est exceptionnelle dans le film, elle est vraiment très très intéressante, et les flashbacks ont vraiment une saveur, un goût hyper intéressant dans ce que ça raconte. Pareil, moi je trouve que le film, on est quand même sur un film de 2 heures, c'est énorme pour une comédie je trouve, et ça se sent, je trouve que le film a des vrais moments de mou, mais du coup on se retrouve sur des moments où il y a des choses hyper intéressantes qui sont abordées 5 minutes et des choses qui sont un peu moins intéressantes qui sont abordées pendant 15 jours, et c'est là où je trouve que le film a un mauvais dosage, je pense, à toute cette histoire. Donc si on comprend bien dans le film, alors c'est pas très important, hein, vous allez voir vraiment, c'est un micro spoil, mais en fait c'est un spoil qui n'est pas du tout important dans le film, alors que ça aurait pu être un élément important. Mais c'est clairement une fille qui a besoin d'argent, qui se fait payer donc par le mec qui tient le stand, et le mec qui tient le stand profite d'elle, dans l'idée où il la sous-paye, dans l'idée où il part du principe qu'elle lui doit tout, et il lui parle mal, et il va carrément, je crois qu'il y a une agression, hein, pour vous dire à quel point le film il m'a pas marqué, c'était mardi quoi, et j'ai déjà plus beaucoup de souvenirs, mais je crois qu'il y a une scène d'agression à bout d'un moment, ça dure 5 minutes et on n'en parle plus jamais, et en fait c'est juste, oui elle a envie de se libérer de ça, mais en fait ça insiste pas, c'est hyper intéressant de parler de l'emprise qu'un homme peut avoir sur une femme à cette période-là, dans les années 30. Et en fait, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant de parler de cette emprise que peut avoir un homme sur cette femme-là dans les années-là, et de parler de toute cette idée
euh, autour du fait que c'est son seul contact avec la possibilité de gagner de l'argent, c'est son seul, elle est sous emprise et elle le dit même qu'à un moment c'est limite son père qui l'a vendu. Et en fait c'est un sujet hyper intéressant que le film ne développe pas. Et c'est le tout problème du film, c'est qu'il y a plein de choses comme ça qui n'est pas développé par le film, alors qu'il y a des choses qui pourraient être vraiment très très intéressantes. J'aime la fin, même si elle est un peu kitsch. Et ça c'est quand même un point, donc je suis obligé d'en parler parce que vraiment je trouve que c'est un des gros points négatifs. C'est pas beau. C'est très très souvent pas beau sur 2h02 de film. Je pense qu'il y a 1h45 de photographie extrêmement moche. Pas la réalisation qui est le problème, même si il fait du surcadrage toutes les 5 secondes, ce qui peut être parfois un peu chiant. Mais bon, ça c'est quelque chose qui arrive souvent dans la carrière de certains cinéastes, de faire du surcadrage. Ils aiment bien ça, c'est une idée de mise en scène, c'est un style ok. Mais c'est vrai que la photographie est pas belle. La photographie est vraiment, vraiment pas très jolie. Et c'est vrai que moi, c'est un gros problème que j'ai dans le film, c'est que je trouve la photographie vraiment pas jolie, quoi. On est sur une photographie digne de scène de ménage, bon bah c'est bon. T'es quand même en ouverture de Festival de Cannes, t'as une photographie qui est vraiment pas très jolie, quoi. Heureusement qu'il y a le casting, même si je suis pas très fan de Gilles Lelouch dans ce film, moi qui aime bien, pour le coup, généralement Gilles Lelouch, c'est vrai que là, je suis pas très très fan. Passons à quelque chose d'un peu plus intéressant, quelque chose que j'ai beaucoup plus apprécié. On va parler ensemble de Obsession de Curie Barker. Tu l'as déjà un peu dragué, Nikki? Je vais chercher des shots. Je viens t'aider si tu veux. Si elle te plaît tant que ça, et j'ai bien compris que c'est le cas, dis-lui juste, Nikki, ce serait cool qu'on se prenne un verre ensemble. Nikki, attends, je voulais te demander. Quoi? J'ai oublié, je sais plus. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi? J'ai enfin découvert Obsession que je devais découvrir vendredi dernier. Malheureusement, j'étais fatigué. Je voulais pas je voulais pas aller voir le film si j'étais pas forcément, si j'étais pas complètement en forme. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller cette semaine et j'ai beaucoup aimé malgré que j'ai une séance un peu compliquée. C'est un film d'horreur. J'ai décidé d'y aller à 18h30 un jour férié. Forcément, il fallait m'y attendre. La salle était blindée par contre, ce qui est très surprenant. Même si c'est un film d'horreur, c'est quand même très surprenant que la salle soit autant blindée. La salle était vraiment pleine. Et par contre, bon bah forcément, je suis tombé sur des jeunes qui ont fait que rigoler. En fait, ils assument pas avoir peur. Et du coup, quand t'as peur et que t'as tes potes à côté de toi, il faut montrer quand t'es jeune que t'as pas eu peur. Et donc en fait, tu rigoles. Sauf que du coup, ça rigolait pendant 15 minutes après une scène d'horreur. Et t'es en mode bah ça y est, genre tu rigoles 5 minutes parce que c'est enfin tu rigoles 2 minutes même parce que c'est marrant. Ton pote il a eu peur. Ah, trop marrant, tout le monde a eu peur. Très bien. Par contre, quand c'est toute la séance, ça devient très chiant. Mais bref, ça a été. J'ai quand même vécu des séances un peu au-dessus en termes de casse-couille. Là ça va, ça a été encore. Mais parlons du film, parlons de Obsession. Obsession c'est quoi? C'est un homme qui est amoureux d'une femme, qui va acheter dans un magasin, une espèce de magasin de farce et attrape, j'ai l'impression que c'est. Il va acheter un bâton magique. Quand tu le casses, donc tu fais un vœu et tu le casses, et le vœu se réalise. Et tout va partir là-dessus. Il va faire le vœu que, alors si je me trompe pas, la phrase exacte, c'est il veut que la fille l'aime plus que tout au monde. Je crois que c'est ça la phrase. En tout cas, il y a une subtilité qui fait que il veut qu'elle soit obsédée par lui. Clairement, d'où le nom Obsession. Et c'est ce qui va arriver. Et j'ai été un peu déçu sur la première partie et j'ai beaucoup plus apprécié la seconde. La première partie, j'ai été un peu déçu parce qu'on me l'a vendu comme un It Follows. J'étais en mode trop bien, It Follows c'est génial. Mais It Follows, il y a un vrai truc de course-poursuite tout le long du film. It Follows c'est quand même une longue course-poursuite où la personne atteint du problème dans It Follows poursuit d'autres gens, est obsédée par la personne à poursuivre et pour lui refiler un peu, c'est un film qui parle de sida, It Follows, donc pour lui refiler la maladie. Enfin bref, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un film qui est plus effectivement basé dans la course-poursuite, là où Obsession est très calme. Obsession, ça commence sagement, il y a une vraie relation qui est en cours, et petit à petit dans la relation, le comportement de sa copine va changer. Et on va arriver de plus en plus vers quelque chose d'angoissant, de quelque chose d'horrible, une meuf qui est obsédée avec les 30 dernières minutes qui sont les meilleures 30 dernières minutes de films d'horreur que j'ai vu depuis très longtemps. J'ai adoré ce que j'ai vu les 30 dernières minutes. Mais c'est vrai que la première heure, ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué parce que je trouve que c'est lent à commencer. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gras qui ne servent pas forcément à quelque chose, en tout cas dans ce style de film d'horreur, avec ce concept-là. Le gras ne sert pas à grand-chose et pourtant il est là. Il est là juste pour
rajouter de la subtilité, rajouter mais qui marche même pas. Et c'est pour moi le défaut d'un premier film pour le coup. Hein. C'est un premier film, c'est le premier film de Curry Barker et c'est pour moi un peu le défaut d'un premier film, c'est ça, c'est ce côté, c'est ce côté, on va rajouter du gras, rajouter du gras, rajouter du gras pour pas avoir un film d'1h20 et pas paraître pour un con. Sauf qu'un film d'1h20 avec cette qualité là sur la fin, ça marche très 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 bien. Et pour le coup, c'est là où la main que j'avais beaucoup aimé des frères Philippou est pas du tout orientée comme ça. La main des frères Philippou, pour le coup, c'est tout l'inverse. C'est un film qui est constant dans son rythme tout le long. Là où Obsession, ça monte crescendo, mais le problème c'est que au début, ça reste quand même très lent et le crescendo du début est quand même très très lent. On va te mettre une scène d'horreur, ça va se calmer, une scène d'horreur, ça va se calmer, une scène d'horreur, ça va se calmer et tu comprends pas trop où ça veut aller. Par contre, il y a une scène de soirée qui déclenche tout, qui est absolument géniale et qui marche extrêmement bien. Et j'ai absolument envie de parler d'une scène, moi, quand je pense à Obsession, c'est la scène principale d'horreur qui va devenir une référence dans le cinéma d'horreur. Ça va devenir une scène très très importante, comme la scène de la meuf qui se prend le poteau dans Hérédité. Je pense vraiment que cette scène a marqué tout le monde. Moi, c'est simple, ma salle qui faisait que de rigoler, il y a eu cette scène, tout le monde s'est tué jusqu'à la fin du film. Tout le monde était à fond dans le film après, parce que la scène, elle te remet dedans, parce que la scène, elle t'éclate en pleine gueule. Je crois que je pense que j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie devant un film que là. J'ai vraiment cru que mon cœur allait s'arrêter. C'était très spécial. Vraiment, j'ai eu très très peur sur cette scène-là. Et c'est un peu la scène qui relance le film. C'est un peu la scène qui permet d'avoir quelque chose d'extrêmement intéressant, qui permet en plus de ça d'avoir du sous-texte, d'avoir vraiment une morale. Et en fait, c'est ça que j'aime aussi dans le film, c'est que pendant le film, je me suis dit, putain, mais j'arrive pas à comprendre ça parle de quoi. Et j'avais vu entre autres un avis sur Twitter qui disait que c'était un film qui parlait de la soumission chimique. Et moi, je vais être un peu plus large que ça, c'est un film qui parle de consentement, tout simplement. Et en fait, j'avais pas trop capté au début, et c'est vrai que plus le film avance, puis il y a une scène de sexe où clairement, la meuf est en train de subir ce qui se passe. Elle est en train de subir, elle est déconnectée, elle est livide, elle est complètement déconnectée de ce qui se passe. Et tu comprends que la scène que tu es en train de voir, c'est une scène d'agression. Et tu es en mode, ah, ok, on part là-dessus. Et c'est très subtil parce que c'est une scène qui dure 5 secondes dans un film d'1h48, mais c'est une scène qui vient te confirmer que oui, c'est un film qui parle d'agression, c'est un film qui parle de consentement. C'est, j'ai vu plein de tweets, du coup, j'aime beaucoup le mouvement que ça donne au film, où j'ai vu plein de tweets marqués, en gros, le méchant, avec la photo de la fille, et le vrai méchant, avec le photo du mec. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, oui, c'est un film qui parle d'agression, c'est un mec qui a forcé une fille à l'aimer, juste pour son plaisir personnel, juste pour en pensant qu'à lui et à aucun moment en pensant à ça. Et c'est peut-être une des choses que je vais le plus critiquer dans le film, c'est qu'il y a des moments de sursaut, mais il y en a 2 dans le film. Quand je vous dis des moments de sursaut, c'est des moments de lucidité où la fille originale, sa pote, reprend conscience de ce qui se passe et est en mode non. Mais le problème, c'est que ça arrive 2 fois et j'ai l'impression qu'il y a des scènes qui ont été coupées parce que ça aurait dû arriver beaucoup plus de fois pour confirmer que il y a bien 2 personnes. Il y a cette personne obsédée par ce mec qui n'est pas cette fille-là, cette fille qui n'est pas consentante de ce qui se passe et qui se rend compte à certains moments que ce qui se passe n'est pas normal. Et le problème, c'est que ça arrive très peu. Alors qu'on te fait... Je trouve qu'il y a un vrai problème de temps dans le film. C'est qu'on te fait... Enfin, j'arrive pas à savoir si le film est sur plusieurs semaines ou s'il est sur plusieurs mois. À un bout d'un moment, il y a un petit montage accéléré de la relation où tu as l'impression qu'en fait, ils sont ensemble depuis 3, 4, 5 mois. Le problème, le problème que je me suis dit, c'est donc la meuf, en 5 mois, n'a jamais des fulgurances comme ça de « Oh putain, non, je veux pas être avec toi, qu'est-ce qui se passe ?» Non, jamais. Ça arrive que pour le climax. Et t'es en mode, enfin, ça arrive au climax et au début. Mais ça n'arrive pas entre les deux. Et du coup, t'es un peu en mode, bah, je comprends pas où ça veut aller enfin, je comprends où ça va aller, je comprends qu'est-ce que ça veut dire, mais je suis en mode putain, c'est dommage quoi. Et ça, c'est vraiment le défaut des premiers films, c'est qu'il y a des choses, il y a du gras à enlever clairement dans le film. Mais à l'inverse, il y a des choses, j'aurais beaucoup plus, j'aurais aimé ce dédoublement de personnalité. Que la meuf capte montre que ce qui se passe est pas bien et que lui continue dans cette idée. Alors lui, il est un peu sous l'emprise de la relation. C'est marrant parce que c'est un peu le piégeur qui se fait piéger parce que lui du coup il
il se retrouve bloqué dans cette relation et c'est un peu bien fait. C'est un film, je trouve, qui est limite jouissif sur la fin parce que c'est un peu en mode bah, bien fait pour ta gueule, mec. Enfin, il y a un peu cette idée de c'est un peu jouissif sur la fin de bah mec, t'es bloqué dans cette relation. Reste bloqué dans cette relation et casse-nous pas. Enfin, bien fait pour toi, quoi. Enfin, vraiment, c'est un truc par contre qui est vraiment à mettre en perspective, qui doit dont on doit parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très important dans Obsession et on comprend le sous-texte. Il est quand même très dissimulé, je trouve, le sous-texte. J'ai eu de la chance de voir ce tweet pour vraiment me dire ah oui, effectivement, ça parle de ça et du coup analyser le film dans cette idée que ça parlait de ça. Mais c'est vrai que c'est pas non plus le truc le plus obvious. C'est un film qui passera comme une meuf qui est obsédée par un mec pour le commun des mortels, pour les gens qui ne vont pas plus loin que voir un film et qui n'essayent pas d'analyser le truc. Mais par contre, pour les gens qui analysent le truc, ouais, il y a un vrai message, il y a une vraie idée politique derrière Obsession. Et ça, c'est bien d'avoir des messages. Et on va en parler, hein, on va parler d'histoire parallèle. Ça parle à peu près de la même chose, histoire parallèle, on va en parler juste après. Mais c'est quand même hyper intéressant. Et pour moi, Obsession, c'est une vraie réussite, malgré le début. Mais en fait, c'est les défauts d'un premier film, donc c'est ok. Malgré les débuts que je trouvais être un peu compliqués, c'est un film qui fait vraiment peur, c'est un film qui a une vraie gueule visuelle, ça joue extrêmement bien. Tout fonctionne très très bien dans Obsession, c'est un grand oui pour ma part. Et parlons du dernier film de la semaine, on va parler d'Histoire parallèle de Asghar Farhadi. L'autre jour, je l'ai revu. La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard. Mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence. Je sors tout juste de Histoire parallèle, qui a été une petite claque pour ma part. C'est un film qui s'est fait détruire à Cannes. Je pense que c'est très important de le rappeler, enfin en tout cas de le noter. C'est un film qui s'est fait détruire à Cannes. Mais moi j'ai un principe qui est de ne pas croire Cannes. J'adore suivre les retours de Cannes parce que quand un film est très bon à Cannes, généralement il est vraiment très 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 bien. Par contre quand un film est pas trop aimé à Cannes, il est quand même généralement très bien. Donc moi j'aime bien prendre la température, j'aime bien voir tout ce qui est proposé, tout ce qui m'intéresse aussi. C'est important d'aller voir ce qui nous intéresse, même s'il y a des choses qui m'intéressent moins que j'irai voir parce que les avis sont positifs. Histoire parallèle m'intéressait par son casting. On a quand même Isabelle Huppert, Virginie Fira, Vincent Cassel, Pierre Ninet, qui sont quand même en tête d'affiche. On a une petite participation de Catherine Deneuve qui est hyper intéressante. Et on a Adam Bensa que je connais pas, que je découvre grâce à ce film qui est aussi super. Enfin bref, casting 5 étoiles. Et on parle de fiction et de réalité. Alors en tout cas c'est ce qu'on m'a vendu avec la bande-annonce. C'est un film qui va parler d'une romancière qui est en train d'écrire un nouveau livre en s'inspirant de ses voisins et en s'inspirant de son histoire personnelle. Elle va inventer une vie à ses voisins en écrivant ce livre, vie qui est pas du tout la réalité. Et on va découvrir ça pendant 2h20. Et oui, c'est peut-être un film qui est un peu trop long, mais pour le coup, dans les 2h20, je ne vois pas de gras, je ne vois pas qu'est-ce qui aurait pu être coupé. Oui, c'est long parce que voilà, il faut que l'histoire, c'est même pas lent, je trouve que c'est plutôt bien rythmé pour le coup. Je trouve que Farhadi a fait un super bon travail au niveau du montage, enfin en tout cas son monteur a fait un excellent travail au niveau du montage parce que c'est quelque chose qui est extrêmement bien rythmé. Les 2h20 passent très bien si vous n'êtes pas fatigué. Bon, le problème c'est qu'à Cannes, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens aussi fatigués. Et c'est un film qui se découpe vraiment en 3 grosses parties. On va avoir une première partie qui va parler de cette romancière et de l'histoire qu'elle est en train d'écrire par rapport à ce qu'elle voit au niveau de ses voisins. Hyper intéressant parce que on va nous jouer ça un peu comme à la manière de flashback avec le livre qu'elle est en train d'écrire filmé et des retours à la réalité à certains moments. Ça c'est pendant les 40-50 premières minutes. Ensuite on va avoir la seconde partie qui va vraiment être le mélange de la fiction et de la réalité, avec cette réalité qui va cette fiction qui va rattraper la réalité, et on va avoir un énorme climax, une fin de film, la 3e partie qui va être hyper intéressant où la fiction vraiment rattrape la réalité et c'est les conséquences à tout ça. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un film qui parle de consentement. Et pas que sur la fin, parce que c'est ce que j'ai pu lire, oui, ça parle de consentement, mais que sur la fin. Non, c'est pas un film qui parle que de consentement, que sur la fin. Je vais essayer de pas spoil le plus possible, vous inquiétez pas, si je dis des choses, c'est que c'est vraiment très mineur. Mais c'est un film qui parle de consentement. C'est le consentement vis-à-vis d'une meuf qui écrit un roman sur des gens, sur ses voisins, sans prendre en compte leur consentement, si oui ou non ils ont envie d'être
d'être imaginés, d'être des personnages de livres, même si c'est pas réellement eux. Il y a tout ce questionnement-là. Il y a le consentement sur le vol. Enfin, le vol, du coup, un vol par conséquence n'est pas consentement, n'est pas consenti, mais il y a tout un vol. À un bout d'un moment, je rentrerai pas plus en détail pour vous laisser le plaisir de découvrir ça, mais il y a un vol, ça parle de vol artistique, et il y a cette idée du coup de consentement. La personne qui s'est fait voler artistiquement n'est pas consentante sur ce qui se passe. Et effectivement, dans une partie un peu plus finale, je vais pas rentrer plus dans le sujet, je vais juste dire que ça parle de ça, voilà, et je vous laisserai découvrir ça. C'est un film sur la finalité qui parle d'une tentative de viol. Et donc forcément, ça parle de consentement. On est vraiment sur ce truc de la personne s'est fait agresser sur sur plein d'étages différents, pas forcément du point de vue sexuel. Il y a ce point de vue-là sexuel, il y a le point de vue, il y a le vol artistique, enfin le consentement artistique, il y a le consentement de laisser rentrer des inconnus dans sa vie. Enfin bref, c'est un film qui parle vraiment de ça. Et c'est là où Virginie Efira excelle tout le long du film. Elle est exceptionnelle. C'est vraiment elle, le personnage principal, j'ai envie de dire, du film. C'est celle qu'on voit le plus et c'est celle qui est absolument folle, même si le casting est génial. Moi, j'ai été surpris par Vincent Cassel, qui a été super. Pierre Ninet a un rôle beaucoup plus secondaire, mais vraiment très très bien. Isabelle Huppert, elle est toujours très très forte. Et Adam Bensa, que je connaissais pas, était vraiment génial. Mais c'est vrai que voilà, c'est un film qui est hyper intéressant, surtout dans sa dernière partie, je peux pas le nier. La dernière partie, ça questionne plein de choses, ça questionne cette idée. Et encore une fois, vous inquiétez pas, ce n'est pas du spoil. Je fais attention à comment je le formule pour pas vous spoil, mais la dernière partie, c'est vraiment cette idée de on a une victime, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qui vient de se passer, et cette idée de se regarder le nombril sans jamais vous prendre une décision qui convient à la victime. Je trouve que c'est absolument bien abordé et c'est quelque chose que l'on voit pas forcément. Je pense à How to Have Sex, qui est un de mes films coup de cœur il y a des années précédentes, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui avait été présenté au Festival de Cannes sur la compétition Un certain regard, je crois, ou la semaine de la critique, je sais plus. Et How to Have Sex parle de ça, parle de l'agression sexuelle, parle de comment on le vit, mais elle parle pas trop de comment les autres gèrent ça. Ou en tout cas elle en parle vite fait à la fin, elle aborde 5 minutes à la fin de ça, mais elle ne parle pas de comment les autres gèrent cette situation là. Et là ça le critique, là ça montre, et c'est assez rare je trouve dans des films qui parlent d'agression sexuelle, de montrer comment l'entourage va gérer ça. Et là ça le montre, et ça le montre pas forcément de la bonne façon, je trouve personnellement, mais je trouve ça hyper intéressant du coup de le montrer, parce que c'est des choses qu'on montre rarement. La gestion de la victime dans cette histoire, comment gérer la victime, et enfin comment gérer la victime, comment, quand toi tu es extérieur à cette histoire, mais que tu es relié de près ou de loin par quelque chose, je ne vais pas rentrer plus en détail, mais comment tu vas gérer ça. Et je trouve que Asghar Farhadi le met absolument magnifiquement bien en scène, dans l'écriture aussi du film, enfin tout est vraiment génial. En plus de ça, moi, arrêtons d'être sur ce sujet-là, parce qu'à un moment je vais spoil et c'est pas le but, mais c'est vraiment vous donner envie d'aller voir ça, parce que je trouve qu'il y a un vrai sous-texte hyper intéressant. Mais en plus de ça, il va être hyper intéressant dans le matériau de base, qui est quand même des voisins qui sont bruiteurs de cinéma. Et en fait c'est hyper intéressant, rien que pour la curiosité de voir comment ils vont faire tel et tel bruit. C'est marrant parce qu'ils bossent que sur des projets de merde. Enfin, tu sens qu'ils bossent pas sur des films, ils bossent sur des documentaires de merde où ça a l'air d'être trop chiant, où t'as l'air de bosser jusqu'à je sais pas quelle heure. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que ça montre aussi le côté précaire du métier, dans le sens où tu ne fais pas que des Avengers en bruitage, quoi. Tu te retrouves des fois effectivement à bruiter du documentaire animalier, et c'est la vie. Et c'est comme ça, et je trouve ça hyper intéressant de commencer à aborder. Oui, c'est un film bourgeois, c'est ce que j'avais pu voir sur le film. Oui, c'est un film qui pue la bourgeoisie, et c'est des gens qui ont des appartements à Paris, qui sont propriétaires d'appartements à Paris, c'est vrai que le début m'a un peu dérangé, parce qu'il y a vraiment cette idée de la petite riche blanche un peu réac qui se retrouve à héberger le mec qui est à la rue, qui sort de prison. T'es un peu en mode, et j'ai même envie d'aller plus loin. On le voit au début se réveiller dans un gymnase où ils dorment tous, et j'ai même l'impression, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai l'impression que il serait dans un camp de réfugiés en fait, qui dormirait là en attendant. Et du coup ça fait vraiment la petite blanche réactionnaire
qui se retrouve à s'occuper, à avoir limite un larbin, parce que clairement au bout d'un moment son larbin il l'a su partout. Heureusement ça s'arrange avec la suite du film, mais au début t'as un peu de ça et t'es en mode waouh putain c'est... Je capte ce que vous voulez faire dire, je capte en plus que le personnage réactionnaire d'Isabelle Huppert sur certains moments est contredit, genre elle passe son temps à critiquer la PMA, je crois que c'est la PMA, hein, mais je crois oui elle passe son temps à critiquer ça, et en fait elle passe juste pour une gogole, genre elle critique et nous on la critique, on se fout de sa gueule de ça, tu vois. Donc en fait ça marche très très bien, mais c'est vrai que du coup il y a un peu ce truc au début où je suis en mode oh là là, pourquoi vous nous faites ça? Et en fait ça s'arrange avec le temps, et c'est un film qui vraiment monte crescendo mais positivement là pour le coup, où au début je suis pas forcément le plus emballé par l'histoire, et petit à petit on rentre dans la vie, on rentre dans l'intimité de ses voisins, on rentre dans leurs histoires, et je trouve ça hyper intéressant de comment ça aborde le sujet du consentement en règle générale, pas que sur les agressions sexuelles, mais en règle générale c'est absolument bien abordé. Donc ça c'est vraiment le gros plus de Histoire parallèle, que je vous encourage à aller voir. Faites-vous vos propres avis, surtout quand c'est des films à Cannes. C'est pas parce que les films sont fait détruire à Cannes qu'ils sont forcément mauvais. Alpha était un de mes films préférés l'année dernière, c'est quand même un film qui s'est fait détruire à Cannes, donc faites-vous votre propre avis, c'est hyper important. On parle de cinéma, c'est subjectif, donc c'est le plus important. Faites-vous votre avis sur Histoire parallèle et sur tous les autres films qui seront critiqués à Cannes. Et passons à la dernière partie de ce podcast. On va parler des sorties de la semaine. Et mercredi 20 mai, donc le mercredi qui arrive, qu'est-ce qui va sortir? 2 grosses sorties, une plus petite. J'ai un peu hésité sur la sortie finale, on va dire, sur le dernier film à sélectionner. Le premier film, c'est The Mandalorian and Grogu, donc de Jon Favreau, le nouveau film Star Wars. Personne n'en parle, moi je trouve ça fou. Enfin, il s'est passé quelque chose qui m'a un peu énervé, je vous avoue, il y a quelques semaines. Ils ont décidé, Disney, vraiment dans le capitalisme le plus pur, de faire une séance de 25 minutes. Voilà, ils ont diffusé. Il y a eu 50 000 personnes, il y a eu des budgets faramineux qui ont été dépensés, des gens, des stars en costume, nanana, qui sont venus, des influenceurs qui sont venus dans une salle pour regarder 25 minutes d'un film. Mais allez vous faire foutre. Je trouve que c'est du foutage de gueule. Je déteste ces méthodes de réduire le cinéma à quelque chose de marketing alors qu'on parle d'une œuvre, et voir 25 minutes d'une œuvre juste pour donner envie, juste pour que des influenceurs parlent de vos films, vraiment, mais Disney, c'est le summum du capitalisme. C'est engendré tellement de coûts, tellement de même écologiquement parlant, ils ont fait venir des Pedro Pascal, des Sigourney Weaver, des stars pour venir parler 25 minutes avant un film, et je suis en mode mais c'est une folie. Des gens ont fait je ne sais pas combien d'heures de route, c'est sûr et certain, pour venir devant, pour voir 25 minutes de film. Je trouve ça aberrant, mais ça c'est le capitalisme par Disney. On en parlera une prochaine fois. On a aussi la sortie de Autofiction, film qui est présenté actuellement à Cannes, mais quand je dis vraiment actuellement, c'est ce soir je crois, c'est dimanche soir qu'il est présenté. Autofiction, le nouveau film de Pedro Almodovar, qui est je crois déjà sorti du côté de l'Espagne, et de ce que j'ai compris c'est très 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 bien. J'ai très très hâte de voir Autofiction. J'ai vu la bande-annonce là en allant au cinéma tout à l'heure, et ça m'a beaucoup donné envie. Vraiment, je trouvais le concept, on est encore sur cette idée de double, de réalité fiction. C'est clairement le sujet, enfin c'est simple, le sujet de Cannes c'est soit ça, soit le cinéma. En ce moment c'est Cannes, vraiment ça se coupe en deux, c'est vraiment principalement ça les sujets actuellement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets entre la fiction, la réalité, le dédoublement de personnages. Et Autofiction en fait partie, ça m'a l'air d'être très très bien. Moi j'ai très hâte de le voir, j'espère qu'il sera diffusé dans mon cinéma la semaine prochaine. Et les 3 films que j'ai hésité pour être exact, c'est Passenger, donc qui est le nouveau film de André Ovredal, qui arrive avec un nouveau film d'horreur. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais que ces films ne sont pas énormément appréciés. C'est pas un réalisateur dont on entend beaucoup parler dans le cinéma d'horreur, mais je suis curieux si ça sort. En plus je suis du matin la semaine prochaine, donc je vais pouvoir aller voir ça l'après-midi dans une bonne séance si ça sort dans mon cinéma. Mais pourquoi pas, on sera curieux, on va découvrir ça. Et en vrai il y avait 2 autres grosses sorties que je voulais voir. Il y a Les Goûteuses d'Hitler qui est sorti depuis des années, j'abuse, des mois et des mois aux US. On m'a dit que c'était cool mais sans plus par rapport à ce que ça peut donner envie. Moi, je trouve que parce que personnellement ça me donne plutôt bien envie, Les Goûteuses d'Hitler, le synopsis, la bande-annonce que j'ai pu voir. On m'a dit que c'était pas non plus exceptionnel, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas forcément mis là. Et il y a Maximilien Kolbe de Anthony D'Ambrosio qui sort, qui est un film
qui parle aussi de la Seconde Guerre mondiale et qui est pareil, je crois, est sorti aux États-Unis, qui parle d'un déporté à Auschwitz. Le synopsis, la bande-annonce me donne vraiment très très envie aussi sur ce film. Malheureusement, je pense que c'est des films qui ne seront pas diffusés dans mon cinéma. Je dis bien malheureusement, que ce soit pour celui-là, que ce soit pour les Goûteuses d'Hitler que je voulais voir, que ce soit même pour Autofiction. J'ai très peur que Autofiction n'y soit pas parce que je pense que Mandalorian et Grogu va prendre beaucoup de séances dans mon cinéma. Mais c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, c'était les sorties de la semaine. On verra bien ce que je pourrais voir, dont je pourrais vous parler la semaine prochaine. En tout cas, moi, c'était un plaisir de parler de cinéma avec vous, comme chaque semaine. On se retrouvera la semaine prochaine avec, du coup, ce que je verrai. Et très prochainement, soyez bien sur TikTok et sur Instagram, les critiques d'Enzo. Sur Instagram, les critiques d'Enzo sur TikTok et les critiques d'Enzo sur YouTube aussi. J'annoncerai très prochainement la date et les invités qu'il y aura, parce que je pense qu'il y aura une personne en plus pour l'émission spéciale Spielberg, dont je vous parle depuis plusieurs semaines. L'émission spéciale Spielberg avec Johan Sardet, ancien rédacteur en chef d'Allociné. On parlera de Spielberg, je suis en train de faire le rattrapage. Je vous parle des films que je vois à chaque fois sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller sur le TikTok. Et je vous communiquerai très prochainement la date de l'émission qui arrivera très prochainement sur Twitch et sur TikTok. Donc voilà, je dois aussi voir la faisabilité pour diffuser les deux, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch. On va voir ce que je peux faire. En tout cas, je vous remercie tous d'être présents comme toujours sur les critiques d'Enzo le podcast. Vous êtes de plus en plus à m'écouter, donc ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine de cinéma, une bonne semaine de Cannes pour ceux qui sont à Cannes ou pour ceux qui suivent Cannes à distance comme moi, et je vous dis à la semaine prochaine.